J'étais le 13 novembre à Munich dans le cadre d'une confrontation entre différentes commissions, spécialités, sociologues, etc., et avec des Allemands et des Autrichiens, dans le cadre d'un colloque sur le comportement extrême. Ça se situait au centre de documentation de Munich, et le centre de documentation de Munich, c'est le centre de documentation du national-socialisme, comme le font les Allemands au souvenir d'un bâtiment extrêmement moderne, construit sur le lieu de l'ancien bâtiment du national-socialisme, là où tout a commencé au moment où Hitler est sorti de prison, et où il a développé son... Et évidemment, s'est posé, alors c'était le 13 novembre, le vendredi 13 et le samedi 14. Vous imaginez qu'entre la séance du vendredi 13 et la séance du samedi 14, l'ambiance n'était pas la même. Et toute la question à ce moment-là était de savoir si les comportements extrêmes, radicalisation et autres, avaient à voir avec ce qu'avaient pu, dans le système de mémoire et de recherche de mémoire, ce qu'avaient pu vivre les Allemands au moment où tout un peuple était derrière un seul homme pour glorifier le fascisme. Et donc la question qui se posait, que je vais reposer ici, est de savoir si nous, psychiatres ordinaires dans le cas des services, nous avons affaire à des comportements extrêmes parmi nos patients avec qui nous vivons, dont nous sommes maintenant les gardiens et les soignants. Nous avons des comportements extrêmes, nous avons affaire à des comportements extrêmes. Est-ce qu'ils auraient à voir avec ce qui a été décrit par exemple ce matin, ou ce qu'on peut voir, ce qu'on a pu voir dans différents moments historiques? Alors, nos comportements extrêmes, ce sont les malades dangereux, bien sûr. Alors, les malades dangereux, bon, il y en a 2%, 3%. Des extrêmement dangereux, en gros, il y en a 1%. Les extrêmement dangereux, les 3% et les 1% occupent à peu près, ce que je disais tout à l'heure, 75% de l'énergie intellectuelle de notre communauté, et à peu près 95% de l'énergie intellectuelle d'un chef de service, puisque c'est de cela que nous avons. Alors, nous pouvons nous parler de comportements extrêmes, de voir cela, et parce que nous sommes à ce moment-là à notre place, dans la mesure où on ne se revendique ni comme sociologue, ni comme philosophe, ni comme historien, parfois encore, sans honte, comme scientifique. Donc, je vais essayer de vous faire défiler quelques cas, mais pas comme vignette clinique, mais simplement pour avoir un espèce de continuum. Donc je vais d'abord vous parler tout simplement d'un patient assez banal, trouble de l'humeur, il perd son emploi, il n'est pas content, il a des revendications, il ne trouve pas son emploi, il a des prétentions telles qu'il ne retrouve rien, il se retrouve chez lui. Évidemment, ça se passe mal avec sa femme qui menace de le quitter et brutalement, il s'enferme chez lui avec un fusil. Sa femme appelle la police et là, il se met à tirer purement et simplement sur la police en hurlant « tuez-moi ». Comportement extrême, bizarrerie, et alors pour terminer, il a été inculpé d'homicide volontaire et considéré comme raciste. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve chez ce monsieur? On trouve un sentiment d'infériorité. Il a perdu son emploi, il se sent humilié, plus personne ne veut lui, sa femme ne veut. Il est confronté à sa propre insuffisance, ce qui peut faire évoquer ce que le psychanalyste Francis Pache appelait une dépression d'infériorité. Et à un moment, il s'est mis en place. Pourquoi? C'est une question.
un modèle d'identification héroïque. Il prend un fusil, il est seul contre tous, et il devient indifférent à la souffrance des autres, y compris à celle de sa femme, qui assiste à ça un peu médusée, comme dans une espèce d'idéal mélancolique. Voilà un premier cas assez simple, qui ne correspond pas du tout avec la radicalisation, mais sur lequel on voit quand même déjà quelque chose. Ce monsieur, dont on avait parlé à une séance de necropsie au moment où on avait fait un exposé avec Michel Tremont-Philosophe, pour ceux qui ne le connaissent pas, son acte a dépassé son nom. Il s'appelle Richard Durne, et c'est lui qui a tué huit membres du conseil municipal de Nanterre dans une explosion absolument terrible qui a fait d'ailleurs tout un problème politique et qui après a fait une loi sur les armes, etc. Alors, ce monsieur, on en a déjà parlé ici à Necropsie, mais juste pour revenir là-dessus, qu'est-ce qu'il disait monsieur Durne, qui lui avait consulté des psychiatres qui avaient simplement trouvé qu'il était déprimé par un examen fait derrière les portes. Je ne sers à rien, disait-il. Mon travail est minable. Je n'ai pas de petit ami. Je suis le mec qui se baisse la gueule tout seul et qui se trouve dans un cul de basse-fosse, marre d'être dépressif avec sa vie de lâche. C'était son propos écrit, car ce monsieur a écrit de nombreuses petites vignettes, lui, qu'on a retrouvées chez lui a posteriori. On vient d'apprendre dans un livre qui vient de paraître d'une psychologue qu'il avait rencontré dans les locaux de la police qu'il avait crié à la psychologue « Tue-moi », elle vient de l'écrire dans son bouquin, et on sait qu'il a trouvé comment cela a-t-il pu être possible, le moyen de se suicider dans les locaux de la police pendant son interrogatoire. Ce qui est absolument invraisemblable compte tenu de ce qu'il devait faire, c'est-à-dire qu'on l'a laissé tout seul dans un local à un moment, sur la attaché à un radiateur ou est-ce que je sais, tout seul tranquille, et il est passé par Vasistas à l'autre. Et ce monsieur, je rappelle, n'a pas été présenté à un psychiatre, il a simplement été présenté à un médecin généraliste qui a dit que son état était compatible avec l'interrogatoire et la garde à vue. Et alors, en disant toutes ces choses-là, en écrivant tout ça, il a quand même, ça ressemble à certains écrits qu'on a pu trouver chez d'autres tueurs de masse. Alors, c'est quoi ces passages à l'acte? Enfin, j'emploie le mot passage à l'acte. On m'en excuse en anglais parce que les mots ont leur vie à eux. Au départ, il y avait acting out qui était pris dans le cadre d'une psychanalyse. On ne pouvait pas en sortir. La traduction a été passage à l'acte, qui était une espèce de façon de sortir par un agit d'une tension. Et maintenant, le passage à l'acte est pris à toutes les sauces, utilisé. Bon, il faut bien que les mots vivent, comme le mot dangerosité, qui n'était pas français. Maintenant, on l'emploie à toutes les sauces, il est dans les certaines référentiels administratifs. Et donc, ce mot passage à l'acte me paraît difficile. Et je voudrais rappeler qu'à ce titre-là, la psychanalyste Chiara Olanier préférait le mot fantasme agi, ce qui paraît davantage utile dans le cadre de ce qui nous permet à réfléchir. Donc, qu'est-ce qui nous pousse à agir comme ça? Évidemment, l'idée, c'est que c'est la personnalité de base. Alors, la personnalité de base, on a mis avec l'idée que ça pouvait être la personnalité psychopathique, avec sa triade impulsivité, intolérance à la frustration, absence d'insight, la capacité à l'introjection, etc. D'abord, c'est difficile de définir la personnalité psychopathique. Nous, on l'appelle sociopathique aux USA.
dissocial, sont des concepts quand même différents, et même ça ne recouvre pas les mêmes choses, puisque nous on considère quand même que c'est plutôt des borderline avec une personnalité abandonnique, donc peut-être qu'un traitement serait possible, alors qu'aux USA, ce sont des pervers associés à une personnalité narcissique, donc en gros le traitement serait impossible. Enfin je résume schématiquement, mais il y avait quelque chose comme ça dans les différents. Bon, mais est-ce que c'est la personnalité? On va à peu près ce que pourrait être la personnalité, c'est-à-dire quelque chose qui reste fixe comme un métal. Alors, je voudrais vous parler, là, du temps où j'étais aux urgences, d'une petite spécialité que nous avions, c'était les amnésies d'identité. Ils arrivaient au service des urgences, on les gardait et on essayait de retrouver dans les structures. Habituellement, en mosaïque, ça revenait doucement et ça prenait 8 jours. 2 ou 3 sont restés plusieurs mois, certains même ont changé d'identité, et d'autres, on a retrouvé très longtemps. Alors, il y en a un, par exemple, il est resté 8 mois dans le service. Parfait, impeccable. Il s'était allié aux alcooliques, faisait de l'ergothérapie, il était parfait, il n'était pas malade mental, et il aidait les infirmiers, il était merveilleux, et ça avait duré 8 mois. Et puis un jour, on continuait. Alors il excitait tout le monde parce que on se prenait tous pour des commissaires de police. On fantasmait sur le voyageur sans bagage d'Anouilh. On fantasmait sur Siegfried et le Limousin de Giraudoux. Enfin, il y avait toute la littérature qui passait comme ça. Et tout le monde, tous les internes s'intéressaient à lui, tout le monde s'intéressait. Et à un moment, on n'en pouvait plus. Il nous a donné une région, on a publié sa photo dans un journal local. Et sa mère adoptive a écrit une lettre disant qu'elle avait reconnu. On en a fait part. À ce moment-là, progressivement, c'était une identité authentique, pas signature. Les mémoires est revenue en mosaïque progressivement. Les larcins ont commencé dans le service. Les incivilités. Et il a fini en prenant en otage, couteau sous la gorge, un infirmier pour avoir de l'argent de façon complètement absurde. Donc, la personnalité pose problème, et peut-être on trouvera une solution là, mais pas forcément ni à 100%. Et on a retrouvé chez lui des échecs scolaires, et il revenait de Londres, c'est comme ça qu'on l'avait trouvé gardement, où il avait assisté à une explosion, et c'est à cette occasion-là qu'il avait été, que s'est installé le traumatisme, le stress post-traumatique, et que donc c'est un enfant multiplacé, avec une petite délinquance, etc. Alors, est-ce que l'échec existentiel pourrait être une des bases de départ avec un cortège dépressif, une triade, dépression, rancune, haine, avec un retournement de la haine qui peut se transformer en indifférence. Parce que le problème, c'est l'indifférence chez tous ces gens-là. L'indifférence de celui qui tue le policier, sans s'occuper, l'indifférence de Richard Dune qui tout d'un coup peut tuer 8 personnes sans réfléchir, l'indifférence de celui-là qui prend... sans faire référence obligatoirement, mais ça c'est pas l'exposé, c'est la référence qui, dans Pulsion et Destin de Pulsion, disait que l'indifférence est la forme spéciale de la haine. Et c'est vrai parce que ça ouvre cette indifférence-là à la disparition de l'objet et à la capacité à dénier son existence. Donc, plus de contact, plus de conflit. Mais pour que ça fonctionne, il faut quand même qu'il y ait une action d'un moteur, un moteur psychique comme un coach interne. Et comment rechercher, en tout cas chez ceux que nous voyons, ce fonctionnement, il est possible qu'on doive aller chercher dans la conviction. Alors qu'elle soit délirante ou non, c'est finalement pas le problème, parce que je crois qu'il faut sortir de malade, pas malade. La conviction, alors
voire l'intime conviction, enfin, une conviction c'est déjà intime, une intime conviction c'est encore plus intime. Hein. Donc c'est vraiment au carrefour des certitudes, des ambiguïtés et des croyances. À quel moment donc se produit la bascule? C'est-à-dire qui fait que on va d'une situation d'inhibition passer à une situation où on va agir. Alors il y a un concept qui est celui intéressant que Cyrulnik définit comme la pensée paresseuse face à la pensée active et volontariste. C'est-à-dire on est censé nous avoir une pensée combattante. La démocratie nous amène à évoquer nos points de vue, à les combattre, à les discuter. Aujourd'hui, bon, il y a comment ça se passe dans la politique actuelle, etc. Et à un moment, dans ce coin ouvert par l'inhibition, Cyrulnik indique qu'il y a l'adhésion paresseuse à un leader, un coach, une idéologie, quelque chose. Et que c'est par ce biais-là, et je trouve ça intéressant, que le sujet devient mûr pour un destin qui peut lui faire passer d'une existence terme à quelque chose de grandiose. On est là quand même dans quelque chose que nous vivons, nous, chez ces patients qui, à un moment, commettent des actes particuliers. Je voudrais vous présenter ce monsieur qui a l'air content, heureux, entre deux gendarmes, qui est Luigi Lucchini, qui lui aussi son acte a dépassé son nom, qui est celui qui a assassiné Sissi, Elisabeth d'Autriche. Regardez-le, il est beau comme un dieu, il est content, on a l'impression qu'il va à la fête. Alors il est arrêté. Donc ce monsieur, il a échappé à l'exécution pour deux raisons. La première, c'est qu'il écrivait ses mémoires, comme beaucoup. Et la deuxième, c'est qu'il s'est suicidé, c'est évidemment... Et qu'est-ce qu'il a écrit dans ses mémoires, ce monsieur? Je vous lis ça. 6 années de crasse, en référence à des classements, de privation, 6 années de dégradation matérielle et morale. Voilà comment ça a été la nature humaine. Et il a ajouté cette phrase que je trouve absolument magnifique. Si j'ai tué, c'est pour venger ma vie. Il y a un raccourci fascinant de quelque chose qui peut quand même nous donner à réfléchir. Donc, tout ça pose un problème qui est quand même la difficulté de réunir un certain nombre de personnes qui ont à voir chacun dans leur domaine un bout, un petit bout, ou un plus gros bout du problème. Et d'arriver à faire qu'ils puissent se parler, on en discutait tout à l'heure, avec, respectant le point de vue des autres pour avancer. Le problème chez nous, c'est que l'hospitalisation psychiatrique se judiciarise, au point que certains patients sont soignés, améliorés, stabilisés, sans espoir de sortie. Les magistrats imposent la loi, les sociologues et les philosophes cherchent. Tout ce monde-là se parle peu, et pourtant il y aurait beaucoup à dire si on prenait par exemple le point de départ, tout ce que pourrait être le suicide par autrui, par l'intermédiaire d'autrui. Et voilà des fois où nous arrivons quand même dans l'absurdité dans laquelle nous avons à nous mouvoir. Je voudrais juste terminer sur cette phrase de Camus.
C'était en 1951, dans L'Homme révolté. Voilà ce qu'il dit. Suicide et meurtre sont deux forces d'un même ordre. Celui d'une intelligence malheureuse. Je trouve ici la dépression, l'intelligence malheureuse, c'est magnifique, qui préfère à la souffrance d'une condition limitée, on trouve ici la dépression d'infériorité, la noire exaltation où ciel et terre s'anéantissent, et on retrouve ici le suicide contre et Camus a reçu le prix Nobel de littérature en 1957. Voilà.